et on va attaquer la partie review pour finir cette soirée. Review sur Divine, ou de son nom anglais, Enial et Dewilla. Alors comme j'avais prévenu sur les réseaux, j'ai essayé de faire un truc un peu plus présentation de l'autrice, pour le coup Shirahama, pour présenter le travail de l'autrice et comprendre un peu où se situe l'œuvre qu'on va traiter aujourd'hui, dans son parcours. Est-ce que c'est une œuvre de début, est-ce que c'est une œuvre de fin, etc. Qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle est connue, etc. ou non connue, etc. Alors pour le coup là je m'attaque quand même à quelque chose d'assez simple, parce que Shirahama, sa vie et ses œuvres ont quand même été assez suivies. Et c'est pour ça que je fais évoluer le format review sur cette autrice, parce que du coup c'est plus simple de commencer sur quelqu'un de connu, plutôt que d'aller te chercher un auteur que personne ne connaît, qui a fait un manga et 50 hentai qui sont très très discutables. Typiquement les comiqueries, je pense pas que je vais faire beaucoup de choses sur le passé des auteurs et des autrices. Du coup, Divine. Pouf, donc de Kamome Shirahama, qui est aussi appelé Karmome. D'où ça vient, je sais pas du tout, ce surnom. Donc pour situer l'autrice, parce que ça va être important pour traiter le manga, c'est une autrice qui a fait l'Université des Arts de Tokyo, dans la section Design. Et ça va être très important, notamment cette section Design, parce que c'est là où elle va être très influencée par des artistes français et japonais, et où elle va beaucoup s'imprégner de la littérature fantasy anglaise. Elle rapporte notamment qu'elle a lu, dans des interviews, elle rapporte qu'elle a été très très grande lectrice de Harry Potter, du Seigneur des Anneaux, etc. Lors de ses années à l'université. On sent qu'il y a d'autres... Désolé. Ouf, on sent qu'il y a d'autres influences dans son travail, mais c'est important de situer ses influences anglaises et ses influences artistiques françaises et japonaises, notamment parce que son trait va beaucoup se rapprocher de ce qui est fait en art déco et en art nouveau. Ça c'est quelque chose de très connu dans son travail, mais également elle va décrire ses mangas comme des hommages, comme très proches des gravures qui étaient faites, notamment pour les illustrations de Alice au Pays des Merveilles. Donc les débuts de Shirahama, et comme je le disais, c'est un peu le meilleur magazine de prépublication du monde. Elle a fait ses débuts dans le Fellows numéro 20, Fellows qui est l'ancêtre du Arta, dont on a parlé au début de l'émission, dans une petite série en fait qui était au début de chaque tome, qui était des histoires en 3-4 pages. Et donc elle fera ses débuts dans le Fellows numéro 20 de décembre 2011 avec Ma Petite Noire, qui raconte l'histoire d'une fille qui recherche sa chatte disparue. On voit déjà qu'il y avait une grosse influence, ne serait-ce que sur cette page d'introduction à cette histoire courte. On sent qu'il y a déjà la patte influencée par Musha, notamment. J'ai dit Musha, on dit Musha, excusez-moi. Le titre est chaud quand même. Ouais, alors, c'est la traduction. Je suis désolé, c'est pas moi qui fais la traduction. En anglais, elle est aussi traduite comme ça. En japonais, c'est autre chose, que là on voit que c'est Watashi no... Kuro... Ah, j'arrive pas à lire. Bref. Le titre est un peu différent. Bah si, ça doit être Ma Petite Noire, parce que Watashi no... oui, c'est ça, ça doit être Ma Petite Chatte Noire, je pense, en... non, parce qu'il n'y a pas Neko. Bref, la traduction est littérale. Je m'en mets les pinceaux. Oui, le titre est un peu bizarre. Mais on voit déjà son influence, notamment de ses études en design,
et de ses influences art déco et art nouveau, déjà dans cette première histoire courte. Mais Shirahama, on la connaît surtout pour l'Atelier des Sorciers, donc sa série de 2016 qui sort dans le Gekkan Morning 2. Alors il faut savoir que le Arta, c'est un magazine de prépublication, et donc avant le Fellows, où leur but c'est de mettre en avant des auteurs et des autrices avec un trait particulier, une vibe particulière, et de les pousser sur le devant de la scène. Ils ont aussi une partie où ils mettent en avant des auteurs et des autrices qu'ils apprécient. Notamment, c'est pour ça qu'on a retrouvé Bright Stories, en partie, dans les pages du Arta. On a aussi, par exemple, Les Enfants de la Mer, qui au début était une publication Fellows, il me semble, avant de changer de magazine. Et donc, Shirahama, on la connaît surtout pour l'Atelier des Sorciers, notamment pour ses multiples collectors qui sont, il faut l'avouer, les jaquettes très beaux, les collectors en eux-mêmes très inutiles, et qui a été récompensé de nombreux prix, et qui a fait l'objet de plusieurs mises en avant, notamment 48 heures de la BD. Il me semble qu'à l'international, elle a 5 ou 6 titres, juste pour l'Atelier des Sorciers. Série qu'elle va continuer à étendre dans un univers plus lié à la cuisine, avec la cuisine des sorciers, qui sort toujours dans le Gekkan Morning 2 à partir de 2019, qui actuellement fait 5 tomes, 5 tomes en France, et qui va enfin être adapté en animé, avec une date qu'on ne connaît toujours pas, mais qui est, je pense, une des séries animées qui est le plus attendue à l'international. International, c'est ce qu'on pourrait aussi caractériser pour Shirahama, c'est un adjectif qui lui colle bien, parce que Shirahama fait beaucoup de productions pour l'international, et notamment pour DC Comics, où elle illustre les covers alternatives, donc là comme pour Artemis Wanted en 2022, même année où elle fait... elle participe à une anthologie de commandes de Disney sur Star Wars Vision, qui sera également adapté en animé, qu'on peut retrouver sur Disney+. Donc artiste qui a réussi à sortir du Japon et à atterrir sur sur des productions très très occidentales finalement. Ce qui est plutôt rare, il faut le souligner, pour des artistes japonais. Mais donc, aujourd'hui, on va attaquer la review de son premier manga, qui est Divine, qui sort donc dans le Fellows en 2012, suite à son apparition remarquée, donc, dans le chapitre court de 2011, de décembre 2011. Hop, switch. Donc tout ce parcours va être intéressant pour analyser Divine. Hop là. Zoup. C'est le tome 2. Perdu, je voulais le tome 1. Pour analyser Divine. Alors qu'est-ce que Divine, déjà? On va remettre les 3 tomes comme ça. Alors Divine, donc c'est la première œuvre de Shirahama. Et c'est un slice of life comédie fantasy. Qui va parler donc des querelles entre Enial et Dewilla, qui sont un ange et un démon. On comprendra donc que le manga est très tourné sur la religion, chrétienne notamment, et surtout, et mettront donc en scène des querelles amusantes, finalement, d'une ange et d'un démon, qui vont... Alors je sais plus comment on appelle... Je crois que on appelle ça du comique de caractère. Pour le coup, tout l'humour va reposer sur le caractère des deux protagonistes. Notamment le fait que Enial est un ange, mais un ange avec une... comment dirais-je ?
ne devrait pas du tout être un ange, dont le comportement n'a rien de céleste en elle. Et Dewilla qui, à l'inverse, est un démon, fait tout pour faire son job de démon, mais qui, par moment, va se retrouver dans des situations qui vont montrer que c'est un démon, mais un démon qui peut quand même avoir un cœur. Enfin bref. C'est un format épisodique, pour le coup. C'est-à-dire que les histoires ne se suivent pas, sauf à la fin. Et je vais déjà vous laisser entrevoir ce que je pense du manga. C'est assez décousu à cause du format épisodique, sauf sur la fin. Mais le 3e tome, j'ai presque pas envie de le considérer comme un tome du manga, tant il dénote sur les 2 premiers. Hop là, on va pouvoir attaquer un petit peu plus la review. Alors déjà, je voudrais vous parler du trait. Comme je disais, l'autrice est très influencée par ce qu'elle a fait en design, et notamment des designs de français, d'art moderne, d'art déco, d'art nouveau. Ça se sent dans ce manga-là, notamment sur tous les passages en plus qui font référence, parce qu'on parle d'un passage à Paris, notamment, dans le manga. Donc on sent cette influence, surtout dans les illustrations de début de chapitre, et sur les illustrations un peu plus pause, dirons-nous, et de toute cette influence de la gravure occidentale. Ces pages-là sont les plus belles du manga. Hop là, voilà. On a des grandes pages où on sent qu'elle adore dessiner ses personnages. Mais je vais déjà pouvoir... Oh, fesses, vous avez vu. Déjà, ça va me permettre de mettre en exergue un point. C'est que du coup, ces pages, superbement illustrées, dénotent vraiment du reste du manga. Notamment les pages où on est un peu plus dans le feu de l'action. Voilà, qui sont beaucoup moins bien travaillées. Et cette opposition est un peu, alors pas dérangeante, mais c'est pas que tu sens qu'elle a pris plus plaisir à dessiner un élément qu'un autre, mais finalement on voudrait que tout le manga soit dessiné comme ça. Chose qui sera bien plus fait dans l'atelier des sorciers, du coup 4 ans plus tard. Là on sent que c'est une première œuvre, le rythme de parution est à tenir. Je sais pas comment est publié le Gekkan. Là pour le coup le Fellows, c'est un chapitre par mois. Donc je sais pas comment l'histoire autour de la création du manga, la situation qu'elle avait, etc. Encore une fois, c'est une première œuvre, mais ça, pour moi, c'est un des principaux défauts du manga, qui n'est pas le plus important. Mais c'est que le trait irrégulier est un peu, pas décevant, mais... c'est pas non plus que ça fait tâche. Mais on aurait aimé que le trait soit toujours aussi bien détaillé que le moment où elle s'inspire de la gravure et de l'art déco. Son trait que je trouve d'ailleurs qui est très glamour finalement. Elle est très très inspirée par la mode, et notamment c'est même un des sujets principaux de Enyal et Dewilla. C'est qu'en fait c'est un ange et un démon qui sont passionnés de mode, de coquetterie. Et c'est même un des ressorts humoristiques, c'est que Enyal est tellement accro à la mode qu'elle va piquer notamment le maquillage de Dewilla, lui piquer ses vêtements, etc. Qui va permettre d'avoir des scènes un peu plus humoristiques du coup. Et donc toute cette attrait pour la mode, cet aspect un peu glamour, on le ressent beaucoup dans le manga.
Ce qui est étonnant de faire, d'appliquer ça finalement l'histoire d'un ange et d'un démon. Ça c'est plutôt un bon point je trouve et ça marche très très bien pour l'aspect humoristique qui se dégage du manga. Autre point que je trouve intéressant pour aborder les choses qui ont été utilisées pour s'inspirer, c'est que Shirahama s'est inspiré de tout un folklore du coup religieux, et notamment a étudié des sortes de bestiaires finalement, des œuvres du XIVe et du XVIe siècle qui parlent de démons. Alors qui sont des démons qu'on retrouve dans la culture japonaise, dans des œuvres qui s'inspirent donc du folklore occidental, notamment Castlevania. On a des démons qu'on retrouve dans le bestiaire de Castlevania qui sont réutilisés ici, qui ont une même source de ces œuvres du XIVe et du XVIe siècle. Donc ça c'est des choses intéressantes qui ont été utilisées, donc totalement détournées. Et il y a tout un jeu de Shirahama de comment détourner des figures démoniaques ou des figures angéliques pour les mettre au goût du jour et leur donner un aspect humoristique sur leur application au XXIe siècle. Et ça, pour le coup, elle y arrive vraiment vraiment bien. Et c'est même, je pense, une grosse force, la grosse force du manga, c'est de puiser dans un folklore pour le détourner. Et ce qui est dommage, c'est que c'est une chose qu'elle du coup ne fera plus par la suite avec l'atelier des sorciers. Castlevania, ce grand monument du XIVe siècle. Non mais, tu as très bien compris ce que je voulais dire. J'espère que ça brûle les sorcières dedans. Et bah, très très bonne transition. Il y a de l'action dans ce manga. Et pour moi, c'est le gros point noir de ce manga. C'est que je trouve que Divine fait figure de manga un peu expérimental pour Shirahama. Parce qu'en fait, on va avoir, dans un même manga, sur 3 tomes, des registres totalement différents. On va avoir vraiment du comique de caractère, comme je l'ai expliqué, avec le fait que Inyal soit un ange mais totalement raté. Mais on va également avoir des histoires qui se rapprochent quasi du Mono no Aware. Vraiment très très sentimental, presque dramatique, lié au décès, à la perte d'un proche, etc. Mais en même temps, on va avoir des passages totalement loufoques d'action qui dénotent avec l'aspect très slice of life comique. On est presque sur de l'inspecteur gadget, je dirais, à un moment, notamment à cause d'une personne qui est un chasseur de démons, Deltomain pour le coup, qui veut chasser Dewilla, qui est dans l'univers le pire des démons, vraiment le summum des démons. Et donc on a cette action un peu enquête à l'inspecteur gadget, totalement absurde. On a aussi à un moment un évêque qui est promis à devenir un ange, et qui finalement va pactiser pour devenir un démon, et il se bat avec des lance-roquettes, il se défend avec des lance-roquettes. Enfin, on a vraiment du coup cet aspect action mélangé avec du comique, qui dénote vraiment de la partie très très sentimentale qui peut se dégager de certains chapitres, et du pur slice of life fantasy comique de caractère qu'on a sur d'autres chapitres. Et le tome 3, on a sur plusieurs chapitres, voilà, à partir d'ici, quasi tout le tome finalement. Il y a tout le tome. Non. Si, non, si, non, quasi tout le tome. Quasi tout le tome, en fait, on va avoir sur les derniers chapitres l'histoire d'une metteuse en scène un peu ratée, qui avait fait carrière mais qui a fini par sombrer, qui veut proposer une pièce, et ses acteurs sont vraiment des ratés, et elle a réussi à faire en sorte que ses acteurs pactisent avec Dewilla pour devenir meilleurs. Dewilla qui a pour but de récupérer des pactes, parce que c'est une démone,
pour choper l'âme des gens. Et toute l'histoire se fait sur le dernier tome, du coup, donc sur les 3-4 derniers chapitres. Et du coup, on sort totalement du format épisodique qu'on avait au début. Et ça dénote entièrement avec le reste du manga, où là, on est vraiment sur quelque chose de... Alors, toujours un peu humoristique, il y a toujours des situations un peu rigolotes, mais qui change totalement de registre. Le fait de changer de format épisodique, je trouve que ça marche pas du tout sur la fin du manga. Et c'est ce qui me fait dire en fait que c'est plutôt du coup une œuvre expérimentale pour Shirahama. Elle a voulu tester plein de choses. Elle a vu que ok, l'humour c'est peut-être pas mon fort. En fait, je vais peut-être arrêter le format épisodique parce que je préfère faire une histoire sur la longueur. Ok, j'aime bien parler de pouvoirs magiques. Je préfère créer mon propre univers, etc. Enfin, vraiment une œuvre expérimentale qui donc va amener à la fin de la série à 7. Finalement, ce tome 3 a vraiment une histoire à part, je trouve. Et qui marquera la fin de Divine, sur une fin assez abrupte en plus. Hop. Une fin vraiment assez abrupte. Je vais pas dire mauvaise non plus. Et qui donc... Je sais même plus ce que je veux dire. J'ai plus ma feuille. Voilà, ce que je mettais, c'est que le mélange est peu convaincant, finalement. Et la fin est vraiment précipitée. On essaye de racoler le fait que, en fait, c'est un manga comique, faut vraiment une scène vraiment très très comique à la fin. Avec du coup des soldats qui voient les anges se battre et disent « Oh putain, ils sont mignonnes, vas-y, on va continuer à les regarder ». Donc un peu sur de l'humour potache même, qui traîne sur la fin. Et finalement, bah, ça fait un mélange peu convaincant sur ces 3 tomes. On a l'impression vraiment de lire plusieurs œuvres. Et pour moi, bah, c'est le plus gros point noir, et c'est ce qui fait, je vais dire, que je l'ai moyennement apprécié Divine. C'est intéressant de le voir comme... qu'est-ce qui a amené Shirahama à penser à l'atelier des sorciers, à parfaire son design, et notamment ses inspirations gravures, qui, même si elles dénotent sur le reste du trait, sont vraiment très très sympas. Et donc, comme je disais, de voir où est-ce que ça l'a amené son manga. Voilà. Ça reste, je pense, une bonne première œuvre. Mais si vous voulez découvrir Shirahama, alors autant directement aller sur l'atelier des sorciers, hein, et parce que c'est son œuvre la plus aboutie, c'est l'œuvre qui l'a rendue célèbre à l'international, et accessoirement parce que Divine, bah, vous pouvez déjà plus le trouver. Pika a arrêté de l'imprimer. C'est pas encore un arrêt de commercialisation, mais ils ont arrêté de l'imprimer. Donc c'est difficilement trouvable en neuf, en occasion à des prix exorbitants. Et je remercie Trivium qui me l'a gentiment vendu à prix d'amis. À prix d'occasion comme on l'avait... comme on avait dit avant que ça monte. Parce qu'au moment où j'avais dit que je lui prendrais quand il s'en débarrasserait, et le moment où il s'en est en effet débarrassé, il y a peut-être eu 2 ans. Et donc les prix ont pu grimper, il a été très très gentil de me le vendre. À prix qu'on avait dit l'avant. Voilà, voilà ce que je pense de Divine. Ce qui m'a fait apprécier Divine, c'est les dessins et les personnages, ouais. Ouais, et vraiment, comme je disais, tout ce qui est... Alors, voilà. Mais vraiment tout ce qui est pose, etc. Là, elle s'est vraiment fait plaisir sur le trait. Vive Pika, sinon tu les aurais eu pour ta crémaillère. Vive Pika, non. Que Satan bénisse Tritri. Et oui, merci Tritri, si tu regardes la VOD. Sache que je te remercie beaucoup. Donc c'est une œuvre que je vais garder. Pourquoi ? Bah parce que Slice of Life Fantasy, encore une fois, je les garde tous. Alors presque tous. Et que Fellows Arta, et que je suis vraiment amoureux de ce magazine de prépublication qui nous a offert de très bonnes autrices et de très bons auteurs. Ouf.
Et c'est tout ce que j'avais pour vous ce soir.